As-tu déjà eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir exactement quoi? Tu sais, quand tout semble normal, la vie suit son cours, le petit déjeuner, les rendez-vous, la routine. Mais au fond de toi, il y a quelque chose d'étrange? Quelque chose qui ne colle pas, mais que tu n'arrives pas à expliquer? Eh bien, parfois, la plus grande trahison de notre vie ne commence pas par un cri, ni par un scandale. Elle commence dans le silence, dans l'indifférence, dans un regard qui se détourne, dans un simple « ce n'est rien ». Mais, et si, tout à coup, tout ce que tu pensais être sûr s'effondrait? Et si la personne en qui tu avais le plus confiance cachait un secret capable de bouleverser ta vie entière? L'histoire d'aujourd'hui est de celles qui nous font tout remettre en question. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Parce que ce qui vient ensuite risque de te toucher bien plus que tu ne l'imagines. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, car ici, on raconte des histoires vraies, intenses, qui touchent le cœur et qui te font voir la vie autrement. Clique sur le bouton « S'abonner », active la cloche et prépare ton cœur. Parce que cette histoire va vraiment te bouleverser. Tout a commencé ce matin-là. Le silence dans la maison avait quelque chose de solennel, tandis que le léger bourdonnement de la cafetière remplissait la cuisine. La lumière traversait à peine les interstices des stores, et les premiers rayons du soleil caressaient doucement le plan de travail en marbre blanc. Marcelo était déjà assis à la table, les yeux rivés sur son smartphone, comme toujours. 15 secondes se sont écoulées sans qu'il ne me regarde. C'était notre anniversaire de mariage, 28 ans de mariage. Et pourtant, on aurait dit un simple lundi matin, comme tous les autres. « Tu veux un peu plus de café ?» ai-je demandé, essayant de garder mon ton calme et habituel. Oui, bien sûr, répondit-il machinalement, sans même lever les yeux de son écran. La tasse fit un petit bruit métallique en touchant la table. Un détail, mais quelque chose s'est fêlé en moi. Ce genre de bruit qu'on ne remarque que lorsqu'il y a trop de silences accumulés dans une relation. Le premier craquement. Un soupir que l'on n'a jamais exprimé. Je me suis assise en face de lui et j'ai observé chaque trait de son visage. J'avais du mal à me souvenir de l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a 29 ans à l'université. À l'époque, on rêvait ensemble de tout. Et maintenant, j'avais l'impression qu'il portait un secret, et que j'étais devenue une étrangère dans mon propre mariage. « Tu as prévu quelque chose pour ce soir ?» ai-je demandé prudemment. « Après tout, c'est notre anniversaire. » Marcelo leva les sourcils, comme s'il venait seulement de réaliser la date. « Ah bon? C'est aujourd'hui ?» Mon estomac s'est noué. Voilà ce que ça représentait pour lui? Oui. 28 ans, ai-je murmuré en souriant faiblement, essayant de cacher à quel point ça me blessait. Désolé, j'ai complètement oublié. Cette semaine a été folle au boulot, dit-il rapidement, puis retourna sur son téléphone. Mais on peut peut-être dîner quelque part. Je vais voir s'il y a une table disponible près d'ici. Ce n'est pas la peine, ai-je dit doucement. Je cuisinerai quelque chose à la maison. Et la conversation s'est arrêtée là. Plus tard dans la matinée, après que Marcelo soit parti au travail, j'ai décidé de jeter un œil aux dépenses familiales. Ce n'était pas inhabituel que je m'occupe des finances, enfin, ce ne l'était pas avant. Mais depuis 1 an, Marcelo avait tout repris en main. Il disait que c'était plus simple ainsi, puisqu'il suivait déjà tout au quotidien dans son travail. Et moi, comme toujours, j'avais accepté. Mais une étrange sensation ne me quittait pas. Depuis quelques semaines, Marcelo changeait de sujet dès qu'on parlait d'argent. Et quand je lui ai demandé, la semaine dernière, pourquoi nous avions reçu une alerte pour dépassement de notre plafond de carte de crédit, il avait simplement haussé les épaules. Un bug de la banque. N'y prête pas attention. Mais cette fois, je ne pouvais pas laisser passer. Je me suis connecté à notre compte bancaire en ligne. Le mot de passe était toujours le même, Livia 123, l'année de naissance de notre fille. Ironique qu'il n'ait même pas pris la peine de le changer. Quand le solde est apparu, j'ai cru d'abord à une erreur technique. 3417 forint.
J'ai cligné des yeux. J'ai actualisé la page. Toujours la même chose. Sur notre compte épargne, celui où nous avions économisé des millions pendant des années, il n'y avait même pas de quoi payer un dîner. J'ai commencé à examiner les transactions. En une semaine, plusieurs virements avaient été effectués vers des comptes inconnus. Certains montants étaient très élevés. Le plus important, 42 millions de forint à une certaine Bianca Campos. Je ne savais pas qui c'était. Je n'avais jamais entendu ce nom. Mes doigts tremblaient pendant que je faisais défiler les mouvements. Restaurant de luxe, boutique, agence de voyage. Certaines dépenses avaient été effectuées la semaine précédente, au moment même où Marcelo m'avait dit qu'il était en déplacement professionnel en province. Un poids s'est installé dans ma poitrine. Je ne voulais pas y croire. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être un investissement. Peut-être une affaire professionnelle. Mais mon nom n'apparaissait sur aucun document. L'après-midi, j'ai appelé ma fille, Livia, qui était interne à l'hôpital de Szeged. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. Maman, tout va bien? Oui, juste, tu me manquais, ai-je dit. Tu sais, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Je sais. J'allais t'appeler ce soir. Marcelo avait prévu quelque chose? Rien. Il a oublié. Oh, dit-elle doucement. Ce n'est pas son genre. Ces derniers temps, il est différent. Distant. Je ne comprends pas ce qui se passe avec lui. Livia resta silencieuse quelques secondes, puis parla lentement. Maman, je ne veux pas t'alarmer, mais, il y a quelques mois, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Marcelo était dans un restaurant avec une femme. J'ai cru que c'était un événement professionnel. Mon cœur a manqué un battement. Qui était cette femme? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui s'appelait Bianca? Bianca Campos? Tout s'est figé autour de moi. Bianca, ai-je murmuré. Les jours suivants se sont écoulés dans une sorte de brouillard irréel. Mais ce n'était pas un rêve doux, plutôt un de ces cauchemars dont on se réveille en sueur. L'idée que Marcelo me cachait quelque chose devenait de plus en plus claire chaque jour, et je ne pouvais plus la repousser. Chaque matin se ressemblait. Il partait travailler, et moi, je restais dans la cuisine, seule avec mon téléphone, mon ordinateur, et mes doutes grandissants. Il ne se passait plus un jour sans que je consulte notre compte bancaire, sans que je cherche de nouveaux indices. Et malheureusement, j'en trouvais toujours. Il s'est avéré que le nom Bianca Campos n'apparaissait pas seulement sur une seule transaction. Pendant des semaines, Marcelo lui avait transféré différentes sommes d'argent, parfois modestes, parfois scandaleusement élevées. Le plus choquant fut un virement avec la mention « Merci pour ce week-end, mon amour ». Mon amour. Ce mot m'était autrefois destiné. Maintenant, il appartenait à une autre. Ma main tremblait lorsque j'ai cliqué sur une photo partagée par une connaissance. Marcelo se tenait sur une plage, lunettes de soleil, souriant, aux côtés d'une jeune femme cheveux blonds, peau bronzée, et un bracelet étincelant au poignet. Je savais que ce bracelet provenait d'une marque de joaillerie de luxe. La même marque dans laquelle Marcelo avait récemment fait des achats, selon le relevé de carte de crédit. Il m'avait dit que c'était un cadeau d'entreprise pour son assistante. Mais j'ai appelé l'entreprise, juste par curiosité. La réceptionniste m'a gentiment informé que l'assistante en question avait quitté l'entreprise depuis des mois. À l'époque, j'étais seulement suspicieuse. Maintenant, j'étais certaine. Ce n'était pas un malentendu. C'était une double vie. Une autre relation. Une autre réalité dans laquelle je n'avais plus de place. Un vendredi après-midi, Marcelo est rentré tard. J'ai essayé de lui parler à nouveau. Je ne cherchais pas la confrontation, seulement des réponses. Du moins, c'est ce que je me disais. On peut parler? Ai-je demandé lorsqu'il a enlevé ses chaussures. Maintenant?
Je suis épuisée, Elena. Et je dois encore travailler demain. Juste quelques minutes. Nous nous sommes assis dans le salon. Il s'est frotté le front, comme il le faisait toujours lorsqu'il anticipait une conversation désagréable. Pourquoi notre épargne a-t-elle pratiquement disparu? Ai-je demandé doucement. Marcelo s'est figé. Il resta silencieux un instant, puis répondit simplement. Tu as encore vérifié les comptes? C'est notre argent, ai-je répliqué. J'ai le droit de savoir ce qu'il devient. Voilà le problème, dit-il. Tu veux toujours tout contrôler. Tu ne me fais jamais confiance. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. Contrôler? J'étais celle qui avait sacrifié sa carrière pour élever nos enfants. Celle qui avait mis de côté ses rêves pendant des années pour notre famille. Je trouve ça injuste, ai-je dit. Alors peut-être qu'il est temps de se demander si ce mariage a encore un sens, répondit-il, calmement mais fermement. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'on ferait mieux de suivre des chemins séparés. Je ne suis plus heureux dans cette relation. Je ne pouvais pas parler. Je le regardais simplement se lever et se diriger vers la chambre. Quelques minutes plus tard, il revenait avec une valise. Je pars quelques jours. Jusqu'à ce que tu te calmes. Que je me calme. Je t'appellerai. Ne me contacte pas. J'ai besoin d'espace. Et la porte s'est refermée derrière lui. Quand je me suis finalement assise, le bruit de la fermeture éclair de sa valise résonnait encore dans mes oreilles. Cette valise, il ne l'emportait sûrement pas juste pour prendre l'air. Il partait vers une autre vie. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis restée assise dans le salon, comme perdue entre deux mondes. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai revu les relevés financiers. De plus en plus de détails apparaissaient, des choses que je n'avais pas remarquées au début. Marcelo avait ouvert plusieurs comptes à son nom, depuis lesquels il transférait régulièrement de l'argent à Bianca Campos. Une agence de voyage apparaissait aussi, spécialisée dans les séjours à Bora Bora, au moment même où Marcelo m'avait dit qu'il partait à une conférence à Munich. Et puis est venue la partie la plus brutale, Instagram. Une notification est apparue. Un post dans lequel j'étais identifié. J'ai cliqué, et là, je les ai vus, Marcelo et Bianca, enlacés sur le pont d'un yacht, avec en légende. Amélioration de la qualité de vie. Merci, Elena. Ma main a tremblé. Dans le post suivant, Bianca tenait un relevé bancaire, notre relevé avec ce message inscrit dessus. Merci pour le financement de notre nouvelle vie. Mon estomac s'est noué. La honte, la colère, l'incompréhension m'ont submergé comme une vague violente. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai vomi longuement. Mais quand je me suis redressée, j'étais une autre femme. Celle qui se taisait jusque-là s'était levée. Ce n'était pas la vengeance qui me guidait, mais un profond sens de justice. Je ne pouvais pas laisser mon histoire se terminer ainsi. Je ne voulais pas mendier les miettes d'une vie que j'avais moi aussi construite. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai composé un numéro dont je me souvenais depuis des années, celui qu'une amie m'avait donné. Elle aussi passée par un divorce douloureux. Teresa Macedo. Bonjour, ici le cabinet juridique Macedo. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais parler à Maître Macedo. C'est urgent. Très urgent. Le cabinet d'avocats était à la fois imposant et d'une élégance froide. Des tableaux modernes ornaient les murs, le sol était recouvert d'un tapis épais et moelleux, et la réceptionniste m'accueillit d'une voix douce et polie tout en tapant mon nom dans le système. Je sentais que cet endroit n'était pas fait pour se plaindre, mais pour agir. Teresa Macedo elle-même était à l'image du cabinet, calme, déterminée, solide comme un roc. Dès qu'elle m'a regardé dans les yeux, j'ai su que j'étais au bon endroit. Elle n'était pas seulement une avocate.
C'était une combattante. Asseyez-vous. Elena, dit-elle, tout en poussant doucement un classeur devant elle sur la table. Je vous écoute. Et j'ai commencé à parler. Les virements, les photos, les relevés bancaires, les publications de Bianca sur les réseaux sociaux, la mystérieuse société LLC créée par Marcelo, ses menaces de divorce, les réactions de nos enfants, tout. Teresa prenait des notes sans m'interrompre. Elle hochait simplement la tête de temps en temps, et son visage se durcissait à certains moments, lorsqu'un détail la révoltait particulièrement. Ce n'est pas simplement une infidélité, dit-elle enfin, lorsque j'eus terminé. C'est un abus financier. Et si nous pouvons prouver qu'il a sciemment détourné les biens communs, le tribunal peut imposer des sanctions sévères. Est-ce que je peux récupérer l'argent? En partie, oui, répondit-elle. Les publications et les relevés sont des preuves. Le détournement de biens communs peut faire l'objet d'une procédure judiciaire. Mais il faut agir vite, avant que le reste de l'argent disparaisse. Dès ce premier rendez-vous, Teresa commença les démarches. Une de ses assistantes appela immédiatement le tribunal pour demander le gel des comptes communs. Elle me dit qu'elle connaissait un excellent expert comptable judiciaire capable de retracer tous les mouvements d'argent. Quand j'ai quitté le cabinet, j'ai eu l'impression qu'un lourd fardeau s'était enlevé de mes épaules. Pas parce que tout était résolu, mais parce que je ne me sentais plus impuissante. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonna. C'était Marcelo. J'ai hésité une seconde à répondre, puis j'ai finalement décroché. « Salut Elena, dit-il d'un ton léger, comme si rien ne s'était passé. Je crois que je suis prêt à rentrer à la maison. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à tes accusations. » Je sentis un sourire glacial se dessiner sur mon visage. « Oui, Marcelo. J'ai bien réfléchi à beaucoup de choses. » Ça fait plaisir à entendre, dit-il avec assurance. Alors je rentrerai demain après-midi. Attends-moi à la maison, on discutera. Je n'ai rien ajouté. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Teresa. Elle me conseilla de ne rien dire sur les démarches juridiques. Qu'il rentre chez lui en pensant que tout est normal. C'est ainsi que l'effet de surprise serait le plus efficace. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai appelé nos 3 enfants. Je ne voulais pas les mêler à tout cela, mais Teresa m'avait dit qu'ils avaient le droit de savoir ce qui se passait. Livia, comme toujours, réagit immédiatement. Elle demanda un congé au travail dès le lendemain. Raphaël resta silencieux quelques instants, puis dit simplement « Je dois être là ». Sophia, elle, fondit en larmes. Elle avoua qu'elle avait des soupçons depuis des mois, mais ne voulait pas y croire. Elle avait vu les publications sur Instagram, mais espérait s'être trompée. La douleur dans la voix de mes enfants m'a transpercé plus profondément que n'importe quel relevé bancaire ou photo. Le lendemain matin, dès son arrivée, Livia prit les choses en main, comme à son habitude. Elle prépara le petit déjeuner, organisa les documents, et m'aida à interpréter les données du comptable. Tu sais que ce genre de fraude financière peut être qualifié de délit pénal? Me demanda-t-elle en feuilletant les comptes. Non, je n'y avais pas pensé. Je ne veux pas que Marcelo finisse en prison. C'est quand même le père de mes enfants. Ce n'est pas à propos de lui, répondit-elle doucement. C'est à propos de toi. Et de ton avenir. Teresa m'appela aussi dans la matinée pour me dire que tout était prêt. Une jeune avocate, Fabiana, son assistante, viendrait remettre la demande de divorce et l'ordonnance de gel des biens. L'expert comptable avait, entre-temps, retracé les transferts d'argent. Il s'avérait que Marcelo avait également lancé une entreprise au nom de Bianca, une société offshore dans laquelle il avait versé l'argent. Ce n'était plus une erreur ou un malentendu. C'était un détournement planifié, délibéré, prémédité.
Raphaël et Sophia arrivèrent en début d'après-midi. Nous étions tous réunis à la maison ensemble, comme une véritable famille. Mais cette fois, pas pour célébrer, mais pour défendre ce qui pouvait encore être sauvé. En début de soirée, un nouveau message arriva, non pas de Marcelo, mais de Bianca. Une nouvelle série de photos, accompagnée de messages moqueurs. Il est venu pour toi. Mais seulement pour récupérer ses clubs de golf. Ne t'humilie pas, la supplier, vieille femme. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est figé en moi. Ce n'était plus seulement douloureux, ni même seulement révoltant, c'était formateur. Et lorsque j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, j'étais prête. Le grincement de la porte transperça le silence comme les premières notes d'une vieille mélodie, une mélodie que personne ne voulait réentendre. Marcelo entra dans la maison, son manteau encore à la main, sa valise roulant derrière lui. Son visage était calme, même affichant un léger sourire supérieur en entrant dans le salon. Il pensait rentrer chez lui. Il pensait pouvoir revenir comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'il me vit, il remarqua immédiatement que je n'étais pas seule. Fabiana était assise à côté de moi, à la table ronde de la salle à manger, un dossier devant elle. Nos enfants étaient encore à l'étage. Comme nous l'avions convenu, ce n'était pas encore leur moment d'entrer en scène. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « C'est qui, cette femme ?» Fabiana Villa, du cabinet d'avocat de Teresa Macedo, répondis-je calmement. Ma voix était étonnamment posée. « Tu es allé voir une avocate ?» Il éclata de rire, incrédule. « Sérieusement, Elena ? Tu deviens si dramatique que ça ? » Très sérieusement répondis-je. « Ceci est la demande de divorce. Et voici l'ordonnance du tribunal gelant tous nos comptes communs et t'interdisant de retirer quoi que ce soit de valeur de cette maison. » Le visage de Marcelo se crispa. Sa main fit un mouvement brusque, comme s'il voulait repousser le dossier, mais il ne toucha que l'air. « C'est absurde. Tu n'as pas le droit de faire ça. » « Elle en a le droit, intervint Fabiana. Les documents ont déjà été validés par le tribunal. Le transfert abusif des biens communs que vous avez effectué est illégal. Chaque étape a été documentée. Le détournement démesuré du patrimoine partagé est prouvé. » Marcelo resta figé quelques secondes, puis sa voix devint plus tranchante. « C'est bas, Elena. Tu veux m'humilier devant nos propres enfants ? Tu ne les as même pas encore vus, répondis-je doucement. C'est alors que Raphaël, Livia et Sophia descendirent les escaliers. La vision de nos 3 enfants réunis derrière moi ébranla Marcelo, ne serait-ce qu'un instant. Le père fier, qui croyait tout contrôler, se retrouvait là, nu face à la vérité, et cette vérité était plus implacable que n'importe quelle salle d'audience. « Vous êtes là, vous aussi ?» demanda-t-il, surpris. « Pourquoi ?»« Pour être à ses côtés, » répondit Raphaël avec fermeté. « Aux côtés de maman. Tu crois pouvoir faire tout ça, et revenir ensuite comme si de rien n'était ?» lança Sophia, la voix tremblante de colère et de douleur mêlée. Marcelo s'avança, tentant de reprendre le contrôle. « Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Votre mère exagère tout. Ce n'était qu'un simple malentendu. De simples investissements, rien de plus. Alors pourquoi Bianca pose-t-elle avec notre relevé bancaire sur ses photos ? Demanda Livia calmement. Et pourquoi avons-nous reçu des courriels nous informant que nos économies avaient disparu ? Marcelo recula. Pour la première fois, son visage montra une réelle confusion. Son téléphone sonna soudain. Il jeta un œil à l'écran, puis le rangea rapidement dans sa poche. Je savais que c'était Bianca. Et c'était un clou de plus dans le cercueil symbolique qui scellait notre mariage. Je ne veux plus parler de ça, dit-il enfin, tendu. Les avocats s'en occuperont. Très bien, répondis-je. Mais n'oublie pas, cette fois,
Ce ne sont plus tes règles qui dictent les choses. Alors qu'il montait à l'étage pour récupérer quelques affaires, Fabiana se pencha vers moi. Il va essayer de vous intimider. Ne le laissez pas vous déstabiliser. Chaque geste est consigné. Et ce fut exactement ce qui se passa. En redescendant, Marcelo avait retrouvé son arrogance. J'ai les meilleurs avocats. Tu n'auras pas un centime. Si tu veux la guerre, tu l'auras. Alors, battons-nous, répondis-je. Et pour la première fois, je me sentis vraiment prête. Les jours suivants ont passé comme si chaque minute était un nouveau combat. L'avocat de Marcelo, un jeune homme trop sûr de lui, jouant son rôle de manière excessive, envoyait lettre après lettre, remplie de menaces, de demandes absurdes et d'arguments hypocrites. Il essayait de me faire passer pour irrationnel, voire instable. Le schéma classique de manipulation, la femme qui exagère, hystérique, incapable de comprendre les finances. Mais je n'étais plus cette femme qui lavait la vaisselle en silence pendant que d'autres décidaient de sa vie. Teresa et Fabiana géraient chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Le cabinet d'avocats accumulait de plus en plus de preuves. Relevés, virements, emails, documents d'une société offshore. L'expert comptable recommandé par Teresa retraça jusqu'au dernier centime la disparition de notre patrimoine commun. Marcelo n'avait aucune idée qu'un système aussi rigoureux ne reposait pas seulement sur une avocate, mais sur une véritable armée de spécialistes. Et puis arriva le premier véritable tournant. Un matin, alors que j'étais assise dans la cuisine, mon téléphone émit une notification. Un nouvel email. Objet. Je vous donne des informations en échange de votre aide. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais j'ai ouvert le message. Je sais que tu me détestes, et tu as raison. Mais Marcelo m'a trompé aussi. Je croyais qu'il allait vraiment te quitter et que nous allions commencer une nouvelle vie ensemble. Aujourd'hui, je réalise qu'il s'est aussi servi de moi. Il a tout mis à mon nom. Même la société offshore est à moi, du moins sur le papier. Si je suis accusé de fraude financière, ma vie est finie. S'il te plaît, rencontre-moi. En échange, je te donnerai tous les documents que je détiens. Des preuves qui te permettront de le faire tomber définitivement. Je suis restée pétrifiée. Jamais je n'aurais imaginé que ce serait Bianca qui changerait soudainement les règles du jeu. J'en ai parlé à Teresa, et nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café, loin du centre-ville. Bianca n'était plus la même que sur les photos. Elle avait l'air fatiguée. Derrière le maquillage, son visage était pâle. Derrière son sourire, il y avait de l'angoisse. Elle n'était plus cette femme confiante qui paradait sur Instagram. Je ne veux rien. Ni argent, ni compassion. Je veux juste que tout ça ne m'envoie pas en prison, dit-elle. Tu as collaboré avec lui, répondis-je froidement. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je croyais qu'il voulait simplement protéger notre nouvelle vie. Mais quand il a tout mis à mon nom, j'ai commencé à avoir des doutes. Puis j'ai compris, si tout s'effondre, lui s'en sortira, et c'est moi qui paierai. Elle me tendit une clé USB. Tout est là-dedans. Les conversations, les transferts d'argent, les échanges de courriels. Et surtout, des enregistrements audio dans lesquels il explique en détail comment il veut se débarrasser de toi, sans avoir à te verser un centime. Tu entendras même quand il dit avec mépris. Elena pardonne toujours. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Teresa hocha simplement la tête. Elle prit les documents et promit à Bianca qu'elle serait traitée comme témoin, et non comme accusée. En sortant du café, je sentais que nous avions enfin toutes les cartes en main. Et Marcelo, qui avait toujours pensé avoir une longueur d'avance, était maintenant en train de perdre. La veille de l'audience, nous avons dîné tous ensemble avec les enfants. La table était silencieuse, mais ce n'était pas un silence gênant.
C'était un silence profond, solidaire, celui que l'on ressent quand on sait que la tempête approche, mais qu'on n'a plus peur. Sophia prit soudain la parole. « Maman, je sais maintenant d'où me vient ma force. » « Que veux-tu dire ? C'est toi. Tu es la force. Et tu l'as toujours été. Tu viens juste de nous le montrer pleinement. » Ma voix se brisa. Je ne dis rien. Je me suis juste approché d'elle pour la serrer dans mes bras. Le lendemain, lorsque nous sommes entrés dans le tribunal, Marcelo était déjà là avec son avocat. Mais cette fois, il n'avait plus de sourire. Il était pâle. Ses yeux cherchaient à éviter les nôtres. Son avocat lui murmurait quelque chose, visiblement de plus en plus nerveusement. Quand Teresa remit les preuves au juge, la salle devint silencieuse. Le visage du juge changea à mesure qu'il écoutait certains extraits des enregistrements. Ces enregistrements, dit-il à voix basse, constituent des preuves sérieuses de détournement de fonds et de manipulation délibérée des biens communs. Le tribunal ordonne immédiatement une révision du partage des biens en faveur de Elena Andrade. Le visage de Marcelo devint rouge. Son avocat tentait de limiter les dégâts en murmurant, mais il était trop tard. Et puis, contre toute attente, Marcelo se leva, et sa voix était brisée. « Je me rends. Ça ne sert à rien de continuer à me battre. » Le juge hocha la tête. Le partage des biens sera effectué sur la base de ces nouvelles preuves. De plus, une enquête sera ouverte pour fraude financière, dans le cadre d'une procédure séparée. En sortant de la salle d'audience, la lumière du soleil traversait les fenêtres du couloir. Ma main tremblait, mais ce n'était plus la peur, c'était le premier frisson de liberté. Livia s'approcha de moi et dit simplement « C'est fini. » « Non, répondis-je. Ce n'est que le début. » Les jours qui suivirent le procès semblèrent passer plus lentement. Bien que le juge m'ait clairement donné raison et que le partage des biens, fondé sur les preuves, ait été en ma faveur, je ressentais malgré tout un étrange vide. On pourrait croire qu'après une telle victoire, on devrait fêter cela, ouvrir une bouteille de champagne et respirer enfin, prête à commencer une nouvelle vie. Mais la vérité, c'est que ce genre de victoire n'est pas un triomphe. C'est une accumulation de douleurs mises au grand jour. C'est comme une guerre que l'on gagne, tout en perdant une partie de soi. La maison était différente désormais. Marcelo n'est jamais revenu. Après la décision du tribunal, il n'a même pas essayé de reprendre contact. Son avocat continuait à négocier les derniers détails avec Teresa, mais lui avait disparu. Et, étrangement, il ne me manquait pas. Mes enfants, eux, étaient toujours là. Il disait qu'il restait jusqu'à ce que tout se calme, mais je savais qu'en réalité, il voulait me protéger. Leur présence était comme une couverture chaude lors des matins froids. Leur voix dans la cuisine, les verres qui s'entrechoquaient pendant le dîner, les rires murmurés sur le canapé du salon, tout cela m'apportait une forme de réconfort silencieux. « Et maintenant, maman, que vas-tu faire ?» demanda un soir Raphaël, alors que nous étions assis dans le jardin, en train de boire notre thé. « Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais enfin respirer, répondis-je en souriant. Et ensuite, je vais découvrir qui je suis, maintenant que je ne suis plus l'épouse de Marcelo. » Cette phrase résonna en moi de façon étrange. Ce rôle m'avait défini si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de porter mon propre nom, seul. Elena. Tout simplement Elena. Le lendemain, Teresa m'appela pour m'annoncer que le juge avait officiellement validé le nouveau partage des biens. Je pouvais garder la maison, j'avais récupéré une somme importante sur nos investissements communs, et la majeure partie des fonds des comptes offshore gelés m'avait été restituée. Le témoignage de Bianca avait beaucoup pesé dans la balance, et le juge avait même souligné dans son jugement. L'autonomie et la dignité du conjoint demandeur sont exemplaires face aux infractions commises.
C'était une phrase que j'ai relue plusieurs fois. Pas pour y croire, mais pour la ressentir pleinement. Elle parlait réellement de moi. Dans son cabinet, Teresa engagea une nouvelle conversation. Elena, avez-vous déjà réfléchi à ce que vous aimeriez faire maintenant? Pas encore précisément. Peut-être retourner aux études. Vous m'aviez dit un jour que vous rêviez d'étudier le droit. Oui. C'était mon rêve à l'université. Puis la vie est arrivée. Les enfants, la carrière de Marcelo, et mon rêve s'est estompé petit à petit. Teresa hocha la tête. Si jamais vous décidez de reprendre vos études, sachez qu'il y a une place ici. J'aimerais que vous travailliez avec nous comme assistante juridique. Vous pourriez étudier en même temps. Nous vous accompagnerons. Vous êtes une femme exceptionnelle. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai senti qu'un nouveau chapitre venait de commencer, un chapitre qui parlait enfin de moi. Dans les semaines suivantes, la routine reprit doucement, mais d'une manière différente. Les matins n'étaient plus marqués par les petits déjeuners silencieux aux côtés de Marcelo, mais par une paix discrète. Le goût du café me rappelait à nouveau que chaque matin était une nouvelle opportunité. Les journées n'étaient plus remplies d'angoisse, mais de lecture, d'études, et de recherche d'un nouvel équilibre intérieur. J'ai commencé à suivre des cours en ligne. Histoire du droit, droit de la famille, protection juridique des femmes. Je prenais des notes, je lisais, je réfléchissais. Et je sentais quelque chose renaître en moi. Une nouvelle version de moi-même qui prenait forme. Livia retourna à son travail à l'hôpital, Raphaël obtint un nouveau poste dans un cabinet d'ingénierie, et Sofia reprit ses études à l'université. Mais chaque week-end, ils revenaient à la maison. Non plus par devoir, mais parce que cette maison était devenue leur nouveau refuge. Un dimanche, Sofia sortit un vieil album photo. « Tu te souviens de cette photo ?» demanda-t-elle en souriant. C'était une photo de vacances, où nous étions tous assis en riant sur une nappe de pique-nique. À l'époque, je croyais que tout allait bien, dis-je doucement. C'était le cas. Nous étions ensemble. Et nous le sommes toujours, répondit-elle. Pour la première fois, ce souvenir ne me fit pas mal. Je ne le voyais plus comme un reflet de ce que j'avais perdu, mais comme un moment d'amour sincère. Et puis, une autre surprise arriva. Une lettre, envoyée par l'avocat de Marcelo, mais cette fois, ce n'était pas une nouvelle demande. C'était une lettre écrite par Marcelo lui-même. « Elena, je ne te demande pas pardon, car je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voudrais que tu saches que je n'ai pas seulement perdu toi, j'ai aussi perdu nos enfants. Et je commence lentement à comprendre que ce que je pensais être un gain, était en réalité ma plus grande perte. Si un jour, nous arrivons à la paix, je ne demanderai pas ton amour, seulement que, peut-être, tu puisses un jour me regarder à nouveau comme un être humain. Prends soin de toi. » Je n'ai pas répondu. Pas par colère, simplement parce que je n'en avais plus besoin. Il ne faisait plus partie de mon histoire. Il n'avait plus sa place dans les chapitres à venir de ma vie. Cela faisait 1 an que Marcelo avait franchi la porte, une valise à la main, persuadé qu'il allait prononcer le dernier mot de notre vie commune. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que ce moment n'était pas une fin, mais le véritable début de mon histoire. Ce matin-là, en sortant sur la terrasse de mon nouveau chez-moi, les rayons du soleil printanier réchauffaient doucement mon visage. Le lac reflétait les nuages blancs, et le cri des mouettes semblait plus paisible que jamais. C'était chez moi, désormais. Mon choix. Pas un compromis, pas une décision partagée, pas une vie modelée selon les attentes d'un homme, mais une vie que j'avais construite moi-même, brique après brique, à partir des blessures, des larmes, mais, surtout, avec ma propre volonté. La décoration de l'appartement reflétait mon nouveau moi.
Sobre, chaleureux, élégant sans ostentation. Je n'essayais plus de plaire à qui que ce soit, sauf à moi-même. Sur le plan de travail de la cuisine, une pile de livres, manuels de droit de la famille, études de cas, textes législatifs. Il y a 2 ans, cette image aurait été inimaginable. Mais aujourd'hui, c'était ma réalité. 3 jours plus tard, je franchissais une nouvelle étape importante, la remise de mon diplôme. Oui, j'avais enfin terminé mes études de droit. En collaborant avec Teresa, je n'étais pas seulement son assistante, mais aussi sa protégée. Elle a été celle qui m'a redonné foi en l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce matin-là, en enfilant mon tailleur devant le miroir, je ne voyais plus une femme brisée par l'infidélité de son mari, mais une femme qui s'était reconstruite. Mes cheveux étaient plus courts, les traits de mon visage plus affirmés, mais dans mon regard brillait toujours celle que j'étais autrefois. La jeune femme qui rêvait d'avoir une carrière à elle. Et désormais, ce n'était plus un rêve, c'était devenu réel. Mes enfants étaient présents à la cérémonie. Livia, Raphaël et Sophia étaient assis au premier rang, les yeux pleins de fierté et de larmes. Quand mon nom fut prononcé, et que je montai sur scène pour recevoir mon diplôme, je les entendis applaudir, crier, se réjouir. Et j'ai souri. Pas pour le papier, ni pour le titre, mais parce que je savais que j'étais allé au bout d'un chemin que j'avais moi-même choisi, malgré toutes les douleurs. Après la cérémonie, nous sommes allés dîner. Les conversations étaient légères, les rires naturels. Mes enfants étaient devenus adultes, mais ce jour-là, quelque chose nous ramenait à nos souvenirs partagés. Sauf que désormais, nous étions assis là en tant qu'êtres épanouis, chacun pleinement lui-même. Et moi, je n'étais plus seulement l'épouse, la femme au foyer, la mère, mais Elena la femme, la juriste, la personne que l'on peut admirer. Le soir, en rentrant chez moi, une lettre m'attendait sur la table. Teresa l'avait laissée avant de partir. Un mot écrit à la main. Merci de m'avoir rappelé que la vérité ne commence pas seulement dans la loi, mais dans le cœur des gens. Cette phrase résonna en moi longtemps. Le lendemain matin, je me préparais pour mon premier jour dans mon nouveau poste. J'avais été engagé dans un cabinet d'avocats réputé, au service du droit de la famille. L'accueil fut chaleureux. Ma supérieure, une femme expérimentée, me remit dès les premiers instants un dossier. Il s'agit d'une femme délaissée par son mari. Il a dissimulé les biens communs, entamé une nouvelle relation, et tente de la priver de tout. Tu penses pouvoir t'en charger? J'ai souri. Tu n'aurais pas pu me confier un dossier plus personnel. Et c'était vrai, je n'agissais plus seulement pour moi désormais. Je pouvais aider d'autres femmes. Celles qui se retrouvaient au même carrefour que moi, 1 an auparavant, humiliées, trahies, perdues. Mais aujourd'hui, je pouvais leur dire, il y a un chemin. Il y a une lumière. Il y a un renouveau. Au fil des semaines, je reçus de plus en plus de dossiers. Et chaque fois qu'une cliente s'asseyait, brisée, face à moi, murmurant d'une voix tremblante, « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir », je lui répondais simplement, « Vous y arriverez. Vous êtes bien plus forte que vous ne le croyez. » Je n'avais pas besoin d'expliquer comment je le savais. Mon regard le disait à ma place. Un vendredi après-midi, en rentrant du cabinet, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Elena? C'est Marcelo. Je me suis arrêtée au coin de la rue. Le bruit de la circulation semblait s'estomper. Pourquoi tu m'appelles? Je voulais juste savoir si tu allais bien. Je vais bien, répondis-je calmement. J'ai entendu dire que tu avais obtenu ton diplôme. Félicitations. Merci. Je sais que je ne peux rien réparer. Mais, si jamais tu as besoin de quelque chose,
Je n'ai plus besoin de rien venant de toi, Marcelo dis-je doucement. Ce que tu m'as pris, je l'ai reconquis. Ce que tu as perdu, tu ne le récupéreras jamais. Je sais, dit-il, avant de raccrocher. Ça ne m'a pas blessé. Ça ne m'a pas bouleversé. C'était juste un point final à un chapitre. Mon histoire n'était pas un conte de fées. Elle était réelle. Mais cette réalité était plus puissante que n'importe quelle fiction. J'ai appris que la vie ne se construit pas avec ceux qui nous abandonnent, mais avec ceux qui restent à nos côtés. Et surtout, avec la personne que nous devenons après avoir tout perdu. Je ne suis plus cette femme qui vivait dans l'ombre des autres. Je ne suis plus celle qu'on écartait des décisions. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle victoire. Et voilà. C'est ici que se termine ce long voyage émotionnel, cette histoire de douleur, de lutte, de résilience et de renaissance. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est que, quelque part dans ton cœur, quelque chose a résonné. Peut-être as-tu reconnu un regard, une parole, une situation. Peut-être que cette histoire, bien qu'issue d'une fiction inspirée de réalités bien tangibles, a réveillé chez toi des sentiments que tu n'osais plus nommer. Et si c'est le cas, alors ce récit a déjà rempli sa mission. L'histoire de Elena n'est pas seulement celle d'une femme trahie. C'est celle d'une transformation. Celle d'un effondrement suivi d'un relèvement. Celle d'une voix longtemps éteinte qui finit par se faire entendre avec force. Elle nous rappelle que, même quand tout semble perdu, il reste toujours une étincelle. Même dans les cendres, il reste toujours des braises prêtes à raviver une nouvelle flamme. Combien d'entre nous vivent dans l'ombre ? L'ombre d'une relation toxique, l'ombre d'un rôle imposé, l'ombre de leurs propres doutes. Elena, pendant des années, a accepté de se diminuer, de taire ses rêves, de s'adapter à une vie qui ne lui ressemblait plus. Elle pensait qu'aimer signifiait se sacrifier totalement. Elle croyait que loyauté voulait dire silence, soumission, acceptation de l'inacceptable. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus puissante de cette histoire, l'amour véritable ne détruit pas, il construit. Il ne muselle pas, il élève. Il ne blesse pas, il guérit. Elena a vécu la douleur de l'abandon, la honte de la trahison, la peur du vide. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide qu'elle a trouvé sa propre voie. Une voie qu'elle avait oubliée, une voie qu'elle croyait avoir perdue. Elle a découvert que la véritable force ne vient pas de ceux qui nous entourent, mais de ce que nous cultivons en nous-mêmes. La foi, la persévérance, l'estime de soi, la capacité à dire non, à tracer de nouvelles routes quand les anciennes s'écroulent. Et toi, qui écoutes cette histoire jusqu'au bout, où en es-tu dans ton propre voyage ? Est-ce que tu vis dans un mensonge que tu n'oses plus questionner ? Est-ce que tu te retiens de partir alors que ton âme crie pour un nouveau départ ? Est-ce que tu as oublié tes rêves, tes talents, ta lumière, pour tenir debout un monde qui ne te ressemble plus ? Si oui, cette histoire est pour toi. Avant de poursuivre cette conclusion, je veux te demander quelque chose de simple mais puissant. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose d'unique dans ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, pour cliquer sur le bouton « J'aime », pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que nous avons tous besoin de récits qui réveillent notre conscience, notre force, notre espoir. Et au-delà de cette histoire, ce que nous cherchons ici ensemble, c'est une communauté. Un lieu où l'on ne se contente pas de regarder passivement, mais où l'on réfléchit, où l'on se soutient, où l'on apprend à se relever, main dans la main. Alors n'hésite pas à commenter ci-dessous ce que tu as ressenti. Parle-moi de toi. Je te lirai. Parce que ton histoire, elle aussi, mérite d'être entendue. Tu sais, parfois, la vie nous oblige à tout perdre pour que l'on puisse enfin se retrouver. Elena a dû traverser la honte, l'humiliation, les procédures juridiques, le vide, les silences pesants, les souvenirs déchirants. Mais à la fin, elle n'a pas seulement gagné une maison ou un diplôme. Elle a gagné sa liberté. Elle a gagné sa propre identité. Elle a gagné le droit d'exister pleinement, en dehors des rôles que d'autres avaient définis pour elle. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'elle a transformé sa douleur en force. Elle n'a pas gardé son histoire pour elle. Elle l'a utilisée pour aider d'autres femmes, d'autres vies, d'autres cœurs brisés. Elle est devenue lumière pour ceux qui marchaient encore dans l'obscurité. Alors, je veux que tu te souviennes de cela, ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, même si ça te fait mal, peut devenir le point de départ d'un nouveau chemin. Rien n'est figé. Rien n'est perdu tant que tu gardes en toi une étincelle d'espoir. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, j'aimerais maintenant t'emmener un peu plus loin.
Pas seulement dans une réflexion humaine, mais dans une vérité spirituelle profonde. Parce que derrière chaque chute, chaque épreuve, chaque douleur humaine, il y a une réponse qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Cette réponse s'appelle l'amour de Dieu. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à regarder plus loin que les murs de cette histoire. Plus loin que les papiers du divorce, plus loin que la douleur d'un cœur trahi, plus loin que la victoire juridique ou la reconstruction personnelle. Parce qu'il existe un amour encore plus grand. Un amour qui dépasse toutes les histoires humaines, toutes les cicatrices, toutes les pertes. C'est l'amour de Dieu. Un amour qui ne trompe pas, qui ne part pas, qui ne ment pas. Un amour pur, fidèle, éternel. Tu vois, il y a un verset dans la Bible que tu as peut-être déjà entendu, mais que j'aimerais te faire redécouvrir avec un regard nouveau aujourd'hui. C'est l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lis cette phrase lentement. Laisse-la descendre au fond de ton âme. Dieu t'aime. Pas un amour conditionnel. Pas un amour temporaire. Pas un amour qui dépend de tes réussites, de tes fautes ou de ton passé. Non. Un amour inébranlable. Un amour personnel. Un amour qui t'appelle aujourd'hui, là où tu es, peu importe ce que tu as vécu. Helena, dans notre histoire, a été rejetée par celui qu'elle aimait. Elle a été abandonnée, trahie, humiliée. Et peut-être toi aussi, tu as connu cette sensation, être mis de côté, oublié, laissé seul au milieu d'un monde qui avance sans toi. Mais écoute ceci, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il n'a pas envoyé Jésus dans ce monde pour juger, condamner ou punir. Il l'a envoyé pour sauver. Pour racheter. Pour guérir les cœurs brisés. Pour restaurer ce que la vie, les autres ou même nous-mêmes avons détruit. Le cœur de Dieu est tourné vers toi. Il ne détourne pas son regard de tes larmes. Il ne reste pas sourd à tes prières silencieuses. Et il n'attend pas que tu sois parfait pour venir à lui. Il t'attend tel, que tu es, avec tes blessures, tes doutes, tes bagages. Parce que c'est là que commence le miracle, quand tu ouvres ton cœur et que tu dis simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, prêt à dire « Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu m'aimes. Je veux te recevoir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Et c'est tout. À ce moment-là, une nouvelle histoire commence. Une histoire plus grande que toutes celles que tu pourrais écrire par toi-même. Une histoire avec un auteur céleste, un plan parfait, une destination éternelle. Parce que oui, aussi belle que soit cette vie terrestre quand on se relève, elle reste limitée. Nos victoires ici-bas sont précieuses, mais ce ne sont que des reflets d'un héritage beaucoup plus grand, la vie éternelle en Jésus-Christ. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'aimerait-il après tout ce que j'ai fait? Après mes erreurs, mes échecs, mes moments d'égoïsme, de doute ou d'indifférence. Et je te répondrai simplement, parce que tu es son enfant. Parce que tu es sa création. Parce qu'il t'a formé dans le sein de ta mère, et que rien, je dis bien rien, ne peut lui faire changer de regard sur toi. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait. Il t'aime parce que c'est sa nature d'aimer. Et cet amour ne se mérite pas, il se reçoit. Comme un cadeau. Un cadeau que tu n'as qu'à ouvrir. Alors aujourd'hui, maintenant, alors que cette histoire touche à sa fin, et qu'une autre peut commencer dans ta vie, je te le demande du fond du cœur. Veux-tu ouvrir ce cadeau? Veux-tu laisser Dieu écrire la suite de ton histoire? Une histoire où tu n'es plus seulement spectateur, trice, de ta propre vie, mais acteur, trice, de ta destinée céleste? Une histoire où tu ne marches plus seul, mais main dans la main avec celui qui t'a aimé au point de donner sa vie pour toi? Si oui, alors tu peux simplement fermer les yeux, là où tu es, et prier de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel, que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes, guéris mes blessures, restaure mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Conduis-moi, transforme-moi, marche avec moi tous les jours. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je t'appartiens désormais. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit, que tu n'es plus jamais seul, que tu viens de franchir la plus belle des étapes, celle du retour vers le cœur du Père. Et si tu ne te sens pas encore prêt, ce n'est pas grave. L'amour de Dieu est patient. Il frappera doucement à la porte de ton cœur, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois prêt, à ouvrir.